La dictature des tendances. Ce magazine vous est proposé par le groupe NCA Assurance et Banque. Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. La politique africaine de la France, nous la trouvons très française. C'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant éventuel, soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi. Il n'est aux affaires que depuis quelques mois et pourtant toute la presse internationale ne parle que de ce jeune capitaine qui, avec quelques camarades officiers, a décidé de bousculer l'ordre établi, de dénoncer les rapports qu'entretient son pays en particulier et les nations africaines en général avec les grandes puissances. Il faut en finir avec ces relations néocoloniales et ces contrats léonins pour établir des rapports de partenariat basés sur le respect de l'autre. Il faut en finir avec cette attitude condescendante des nations impérialistes, pour reprendre son expression. L'heure de la révolution a sonné en haute volta. Et Thomas Sankara, le nouvel homme fort, l'a conduit depuis le 4 août 1983, date du coup d'état militaire qui va l'installer au pouvoir. La révolution est victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades, l'impérialisme, le néocolonialisme, les élèves réactionnaires, les élèves indisciplinés, paresseux, Abba. Merci camarades. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. Depuis quelques mois, en cette seconde partie de l'année 83, le pays vit au rythme de la révolution. Un carteron de capitaine nourri aux théories de gauche a décidé de donner à leur pays un nom, de lui redonner sa dignité. Un engagement qui passe par une lutte acharnée contre la corruption et la gabegie, mais également par le partage des richesses. Mais pour partager, il faut produire. Thomas Sankara. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiant, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés. C'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. L'austérité imposée par Sankara séduit et fait évoluer les mentalités. Le capitaine introduit une série de mesures inédites sur le continent. Il veut nettoyer le pouvoir de tous ses abus. Les ministres ne circulent plus en Mercedes ou dans les traditionnelles grosses limousines noires. Elles ont été revendues. Ils ont désormais droit à une très démocratique Renault 5 noire frappée du cycle VF pour voiture de fonction. Ceci pour éviter les abus. Les indemnités de fonction ont également été supprimées à tous les niveaux de l'administration. Jean-Hubert Bazier. Tous les ministres étaient censés voyager en deuxième classe parce que Thomas avait dit vous êtes en première classe ou en deuxième classe. Quand l'avion atterrit, vous atterrissez en même temps. Quand il décolle, vous décollez en même temps. Donc ce n'est pas la peine de gaspiller l'argent du pauvre contribuable à s'offrir la première classe pour avoir le plaisir de boire du champagne en première classe et autres. Fidel Toé, son directeur de cabinet et ministre du Travail, de la Sécurité et de la Fonction publique. Si vous demandez de baisser les indemnités ou de baisser même le salaire, c'est comme si c'est le niveau de vie de quelqu'un qui baisse. Mais il se l'appliquait à lui-même. Sa force de vivre certaines situations, de supporter certaines situations, tout le monde ne l'avait pas. Ça, c'est vrai. Thomas Sankara, dans tous les sacrifices qu'il demande, montre effectivement l'exemple.
Pour lui, pas de Mercedes. Une simple 504 Peugeot lui sert de véhicule présidentiel. Fidel Toé était le directeur de cabinet de Thomas Sankara. Il recevait de l'argent, des masses d'argent, mais il le mettait toujours dans un projet et il les montrait à tout le monde. Je crois que beaucoup de ministres peuvent vous dire, en conseil de ministres, il peut venir, il vous dit, bon, voilà, amenez la valise de Bongo là. Et c'est devant nous tous qu'on ouvre, il y a tant de millions. Et immédiatement, ministre chargé du budget, vous prenez l'argent, vous le mettez dans un compte, après nous allons nous revoir et nous verrons dans quel projet ou vers quel barrage à construire nous allons destiner cet argent-là, ou bien amener la valise de Houphouët-Boigny et puis on va l'ouvrir aussi devant tout le monde, c'est tant de francs. Et je crois que c'est certains, peut-être qui ont vu que, tiens, être président, ça peut vous donner tant d'argent, tant de possibilités, et ça a suscité vraiment de la jalousie au sein même des gens qui se disent révolutionnaires et qui disent agir pour le peuple. Thomas Sankara met également fin à l'impôt colonial et remet en question le pouvoir féodal des chefs traditionnels sur les paysans. La ferveur révolutionnaire est renforcée par la participation de tous à la gestion du pays, notamment à travers les CDR, les comités de défense de la révolution. Il constitue le pilier sur lequel s'appuie la révolution, que ce soit pour la formation politique de la population, l'exécution des objectifs de production, la sécurité publique, la gestion des quartiers, les jugements de conflits de voisinage. En réalité, les CDR sont devenus le lieu d'exercice du pouvoir populaire. Ils jouent également un rôle dans la prise en compte et la résolution des problèmes locaux. C'est aussi en leur sein que l'on décide de la construction, par exemple, d'une école ou d'un dispensaire. Mais ils jouent également un rôle important dans la distribution des parcelles dont ils ont l'entière responsabilité. Un domaine dans lequel ils vont pas mal faire parler d'eux, comme nous allons le voir un peu plus tard, puisque l'un des programmes de la Révolution est de redistribuer des terres, de donner l'opportunité à tous de posséder un toit ou au moins une parcelle sur laquelle construire une maison. Et pour pérenniser les idées de la Révolution, les plus jeunes sont encadrés au sein d'un mouvement appelé les pionniers. Jonas Savadogo. Les pionniers étaient la base de la révolution. Donc c'est là où on retrouvait la jeunesse qui avait moins de 12 ans, qu'il fallait former idéologiquement et politiquement dès leur jeune âge, de telle sorte que quand ils vont devenir grands, qu'ils soient contre les idées néfastes, ce que nous appelons la voracité, l'égoïsme et l'égocentrisme. Et ils seront les acteurs purs de la révolution en ce moment. Parce que la tentation sera pour certains hommes, dehors de crier la patrie ou la mort nous vaincrons, et dedans de dire à la femme, si Sankara t'a flatté, tu vas voir. En même temps qu'il faut punir les prévaricateurs, les barons de l'ancien régime qui ont pillé les richesses nationales, en même temps qu'ils passent devant un tribunal populaire révolutionnaire, créé pour la circonstance, il faut mettre les voltaïques au travail. Et le camarade président a compris une chose, l'importance des femmes dans cette société, leur rôle primordial dans cette révolution. Il faudrait qu'ici aussi nous commencions à nous débarrasser de cet art féodal-là. Ce sont des arts féodales, de l'éducation féodale, qui nous a dit que le garçon est toujours au-dessus de la fille. À l'école même, quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut. Mais on ne cherche même pas à savoir si le partenaire avec lequel elle a eu la grossesse là ne se trouve pas par hasard dans la classe. Et même s'il s'y trouve, on le laisse lui, le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la 6e, s'il veut, il commence à faire des enfants jusqu'en terminale. On ne le renverra jamais. Mais la fille, même si elle est à un jour de son bac, elle fait un enfant, allez, renvoyer. Les femmes sont des actrices de premier plan de cette révolution qui transforme le visage de la haute volta. Elles sont très actives, présentes sur tous les chantiers. Elles participent à toutes les initiatives. Si depuis 20 ans, chaque week-end, les femmes puisaient de l'eau comme elles le font, il y a longtemps que nous aurions rempli 20 barrages à Pau. Le pays n'est pas pauvre. Au contraire, il y a des ressources. En vous mettant au travail pour construire ces 20 villas, en vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité de cette ville de Pau. En effet, vous pouvez la transformer, cette réalité. Mais pour cela, il faut bannir de vos rangs les paresseux. Il faut bannir de vos rangs les féodaux, les équilibristes. Ceux qui croient que ce chantier est pour eux l'occasion de devenir de petits patrons.
pour les élections futures, tous ces gens, tout cela, il faut les mettre de côté. Il faut bannir de haut rang les maris qui n'autorisent pas leurs femmes à aller sur les chantiers. Cet engagement en faveur des femmes, cette volonté de les associer très étroitement à la révolution, va se traduire par une autre mesure spectaculaire comme il savait en griller. La journée du mari au marché. Les hommes sont obligés de faire eux-mêmes les courses pour se rendre compte du prix de la nourriture. Une journée qui va donner lieu à un spectacle inédit dans le pays. Nous ne pensons pas qu'il soit normal qu'un homme, pour aller travailler et gagner son salaire, laisse à la maison une femme et des enfants. Une femme qui est obligée de balayer, laver le linge, faire la cuisine, servir le repas et qui en retour n'a absolument rien. Nous pensons, il est certain que si chaque homme devait de temps en temps abandonner son travail pour courir à la maison, laver le linge, balayer la maison, faire le repas et le servir, eh bien, nous ne pourrions jamais avoir les salaires que nous avons. Il n'est donc pas normal que des hommes disent « mon argent, c'est mon argent ». Un homme qui se marie ne peut pas dire que ce qu'il gagne lui appartient à lui et à lui seul. Il a gagné avec toutes les personnes qui l'ont aidé à travailler. Les femmes sont conquises. Thomas Sankara sait comment leur parler. Je sais que des maris ont commencé à dénigrer ces mesures-là. Je sais que des maris ont commencé à dire que la révolution c'est dehors mais pas chez eux. Eh bien, je tiens à leur dire que la révolution a commencé à la place publique, à la place de la révolution. Mais la révolution entrera non seulement dans les bureaux, dans les ateliers, mais la révolution entrera dans les foyers et jusqu'au lit. Les maris qui battent les femmes, les maris qui torturent les femmes, la patrie ou la mort. Parce que la tentation sera pour certains hommes, dehors de crier la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et dedans, de dire à la femme, si Sankara t'a flatté, tu vas voir. Beaucoup d'hommes ont commencé à dire que cette mesure-là va casser les foyers. Eh bien, nous disons, est-ce qu'avant cette mesure, il n'y avait pas de divorce au Burkina Faso? Donc, s'il y a divorce, ce n'est pas à cause de la mesure, ce sont des prétextes. Les chantiers de la Révolution sont nombreux et ambitieux et leur mise en œuvre est toujours accompagnée d'une forte communication pour obtenir l'adhésion des populations, notamment dans l'agriculture. Fidel Toé, ancien directeur de cabinet et ministre de Thomas Sankara. Dans le milieu rural, je crois que chacun a pu faire vous voyez, les produits aujourd'hui dits de contre-saison. Les tomates qu'on produit à profusion dans une certaine partie de l'année. Et des périmètres irrigués ont permis d'avoir des cultures de pommes de terre, des cultures de haricots verts. C'est même que, pour la petite histoire, on s'est porté acquéreur d'un avion, un cargo, un Boeing, qui pouvait transporter justement ces haricots verts-là, notamment dans les pays occidentaux. Et au niveau aussi de l'élevage, Thomas a commencé à apporter aussi des innovations et lui tenait au fait que chaque Burkinabé quand même peut, à partir de sa production, avoir un peu d'argent pour mettre ses enfants à l'école, ainsi de suite. Il faut dire que les partis d'opposition sont interdits. Et la stratégie pour mettre les populations au travail s'appuie essentiellement sur la conscientisation des masses. C'est ce qui va permettre d'obtenir des résultats remarquables dans la lutte contre la désertification, qui est un véritable frein au développement de l'agriculture. Thomas Sankara va être l'un des premiers à partir en guerre pour la protection de l'environnement. Tous les voltaïques sont invités à planter un arbre à chaque événement heureux de leur vie, tels que les mariages, les baptêmes, les visites des personnalités dans le pays. Ils se terminent tous par la plantation d'un arbre. Thomas Sankara. Ce que nous visons, c'est imposer la prise de conscience devant un problème, un fléau aussi grave que la désertification. On va voir quelques images du Burkina Faso, de votre pays, essentiellement. Oui.
pour ce fléau, nous estimons que la responsabilité n'incombe pas seulement à ces hommes et à ces femmes qui vivent au Burkina Faso, mais également à tous ceux qui, loin de chez nous, provoquent de façon directe ou indirecte des perturbations climatiques, écologiques. Qui peut démontrer aujourd'hui que les engins que l'on envoie dans l'espace ne dérangent pas, ne perturbent pas cet équilibre-là? Vous avez dit qu'effectivement la lutte contre la désertification est anti-impérialiste. Oui, la lutte contre la désertification est un combat anti-impérialiste dans la mesure où nous savons que pour l'impérialisme, l'exploitation des hommes est un acte tout à fait normal, a fortiori l'exploitation des forêts, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement. Parallèlement à la lutte pour la préservation de la flore et de la faune, le Conseil national de la Révolution, CNR, va instaurer les 3 luttes. Les feux de brousse, les divagations d'animaux et la coupe anarchique du bois sont incriminés et poursuivis devant les tribunaux populaires révolutionnaires. Fidel Toé, ancien directeur de cabinet de Thomas Sankara et ministre de son gouvernement. Nous appelons ça les 3 luttes. Dans un pays justement où vous avez une nature ingrate, pas assez de pluie, pas assez d'arbres, et tout le monde ressasse aujourd'hui les problèmes de la désertification. Mais Thomas Sankara fut un des premiers à avoir mis en place un ministère de l'environnement parce qu'il sentait venir ces questions importantes. Et naturellement, il faut, contre la divagation des animaux, et notamment la divagation des chèvres et des moutons, il fallait prendre un certain nombre de mesures. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a toujours des querelles aujourd'hui entre éleveurs et paysans, et pouvoir les mettre dans un enclos permet même de mieux les entretenir. Et nous-mêmes, moi quand j'étais petit, je me souviens, à 7, 6 ou 8 ans, je gardais des troupeaux, des moutons et des chèvres pour que pendant la période de saison de pluie comme ça, elles n'aillent pas gâter les champs des cultivateurs. Ces chantiers suscitent une grande ferveur dans l'ensemble du pays, où l'on se sent cette fois-ci plus acteur dans la gestion de la cité. Il faut dans le même temps préciser que cette révolution qui impose beaucoup de sacrifices, qui bouscule les habitudes, suscite également des mécontentements. En perdant une bonne partie de leur salaire, les fonctionnaires n'ont pas forcément trouvé des revenus ou une activité qui puisse compenser ce manque à gagner. Il en est de même pour les cadres, à qui on a même supprimé des frais de mission. Et la révolution est certes excitante, mais elle ne donne pas encore à manger au plus grand nombre. En plus, certains petits malins ont trouvé au sein des CDR, les communautés de défense de la Révolution, un espace pour à la fois s'enrichir, mais également devenir des petits chefs. La popularité de Thomas Sankara n'est plus au sommet. Comment va-t-il reconquérir cette notoriété sur laquelle s'appuie la Révolution? Le premier anniversaire de cette révolution va être le moment du bilan. Un bilan très diversement apprécié comme nous allons le voir dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. Rendez-vous dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. Les archives d'Afrique à la FOCA. Les archives d'Afrique à la FOCA. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Il y a un camarade là, où est le camarade délégué? Oui, sortez là. Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levi's. Faites la publicité de Levi's. Bon, c'est bien. Je vois le jean avec ses bien cousus là, Levi's. C'est bien. Mais ça, c'est américain, ouais, même c'est marqué en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais ici à Kayana, vous croyez qu'il n'y a pas de tisserand pour faire comme ça? Un style très direct, une approche franche qui parfois heurte ses interlocuteurs, un souci constant, celui de donner le meilleur à ses compatriotes en particulier et de faire tomber les complexes coloniaux qui brident les Africains en général. C'est tout cela le capitaine Thomas Sankara, le leader de la révolution qui va bouleverser à la fois les habitudes et la structure politique en Haute-Volta à partir du 4 août 1983. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à ce personnage qui, au bout de la première année à la tête de son pays, suscite déjà partout dans le monde interrogations, rejets et admiration. La France ne comprend pas l'Afrique et il est grand temps qu'elle la comprenne. « 4 août 1984. La révolution voltaïque célèbre son premier anniversaire. 1 an déjà. C'est le moment du bilan de cette année qui a été riche en changements et en événements. Pour marquer le changement, les leaders de la révolution décident de changer le nom de leur pays. La Haute-Volta devient tout simplement le Burkina Faso. Thomas Sankara. Haute-Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. Et c'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue, patrie des hommes honnêtes. Le pays des hommes honnêtes, des hommes intègres. Ce nom qui n'est donc pas celui hérité de la colonisation, traduit l'état d'esprit de Thomas Sankara et des 3 autres capitaines leaders de cette révolution qui accourent dans leur pays. Il faut donner un nom à ce territoire, lui donner une identité, un cachet qui tranche avec celui collé par l'impérialisme, pour reprendre l'expression à la mode dans le pays. Thomas Sankara se rend quelques mois après à Harlem aux États-Unis. Notre révolution est symbolisée dans notre drapeau. Aliouna Traoré, un des collaborateurs de la présidence, seul survivant du massacre du 15 octobre 1987. Vous avez sur le continent, voilà un pays où le nom du pays parle des habitants du pays. Ce qu'ils sont en réalité, le pays des hommes intègres. Ça veut tout dire. Et c'est tout un comportement, c'est toute une attitude. Il faut y arriver. C'est un parcours. Il nous a mis une barre assez haute où tous les Burkinabés doivent marcher dans ce sens-là. Si la révolution séduit, notamment en Afrique et dans la diaspora noire en général, en interne, elle rencontre tout de même quelques difficultés dans son organisation, notamment avec les débordements des CDR, les comités de défense de la révolution, censés être la seule organisation authentique du peuple dans l'exercice du pouvoir révolutionnaire. Pour reprendre l'expression même de Thomas Sankara, lors de l'élection de ses membres organisée dans l'euphorie avec une grande précipitation dans les villages, les quartiers, dans les services publics, dans les entreprises, mais aussi dans chaque unité des forces armées, à l'université et dans les lycées, c'est le chaos, le grand désordre. Le résultat n'est pas celui attendu, surtout que ce sont encore les traditionnels candidats, les chefs traditionnels, les possédants du pouvoir, mais également les chômeurs et les plus désœuvrés qui se retrouvent à la tête des CDR, les comités de défense de la révolution. Des hommes et femmes à tout faire de la révolution vont très vite devenir des rois de lait. Ils veulent tout régenter et règnent sur tout. De la distribution de la nourriture aux opérations de recensement, en passant par celle des armes. Ils vont donc très vite devenir l'une des plaies de la révolution, avec souvent des détournements de vivres et même d'armes. Fidel Towe, directeur de cabinet et ministre de Thomas Sankara. Nous avons eu des dérives, je le disais tout tantôt, au niveau des CDR. Vous avez à un moment donné des camarades CDR qui s'en vont, à la limite, dégager un maire de sa mairie. Pour lui dire, ah non, ce maire, c'est un droitier, on n'en veut pas. Le directeur général d'une société ici, l'actuel Sonabel, donc ça s'appelait la Voltelec, ça a été comme ça, des gens sont partis en armes parce que ce sont des CDR pour lui dire non, c'est un mauvais directeur. Et on l'en a chassé, mais Thomas a toujours combattu cela, il a dit non, ce n'est pas ça. Au contraire, on le mettait souvent devant le fait accompli. Et Thomas disait non, c'est vous qui avez le pouvoir, vous avez des gens qui sont au gouvernement, il y a des conseils de ministres, il y a des décrets. C'est en ce moment-là qu'il faut venir en conseil de ministres avec vos propositions, avec le décret pour mettre fin aux fonctions d'un tel ou d'un tel, plutôt que d'aller avec des armes. Souvent, non. Il avait, lui aussi, lui-même,
à rapiécer un peu des turpitudes qui ont été commises par certains ministres ou par certains grands responsables politiques. Thomas Sankara. Il y a même des cas, il faut aussi le dire, surtout pendant la période du couvre-feu, d'autres règlements de compte d'un autre genre, mais il faut le dire aussi. Ces camarades qui, parce que militants CDR, responsables de la sécurité, équipés d'un gros fusil, on n'est même pas sûr que ça percute, mais enfin. À l'heure où le couvre-feu était à 19h, à 19h moins 10, il se pointe chez la camarade et commence à dire aux rivaux, aux autres candidats, mais c'est l'heure bientôt, hein. Il faut partir. Il faut partir. Si vous ne partez pas, on vous enferme. Et oui, il y en a qui ont demandé que le couvre-feu soit maintenu pour qu'il puisse régner. Eh bien, nous avons levé le couvre-feu pour que nous soyons tous à égalité. Et ceux qui doivent échouer par leur incapacité échoueront. Commandant Abdou Salam Kaboré, premier président des CDR, Comité de défense de la Révolution, et ministre de la Santé. Effectivement, avec les jours qui passaient, on s'est rendu compte que les CDR, il y avait du tout. Le lumpen y était, et il y avait des exactions. Et je vous assure, on ne passait pas une minute sans qu'on vienne nous dire « Ah, les CDR de tel quartier ont embastillé des gens, etc. » Voilà, c'est ça. On passait notre temps à régler des problèmes comme ça. Mais par ailleurs aussi, vous étiez étranger, vous arrivez avec votre véhicule, 2 minutes après, moi je suis prévenu. Il y a quelqu'un qui est venu avec une matriculation étrangère, il habite dans telle maison, etc., etc. Il y en a qui venaient parce qu'ils cherchaient à manger. Il y en a qui comprenaient, les étudiants et élèves, ils comprenaient où on allait. Mais la plupart, je vous dis, ils venaient du lumpen. Il y a l'aura de Sankara qui existait déjà. Et il y a beaucoup qui ont suivi la révolution en suivant Sankara. Autre sujet de friction au sein des instances au cours de cette première année de la révolution burkinabé, la tension avec les syndicats. Tout commence avec l'arrestation de 3 membres d'une organisation syndicale, le SNEHV. Le syndicat appelle les instituteurs à la grève. Un rapport des services de sécurité présente cet arrêt de travail comme étant un élément d'un complot en préparation. Une réunion du Conseil national de la Révolution, en l'absence de Thomas Sankara, décide de suspendre tous les grévistes. À ce moment-là, ils pensent dans ce cercle réduit qu'il s'agit de quelques centaines d'instituteurs que l'on peut remplacer sans grande difficulté. Erreur, la liste est plus longue lorsque l'on l'adresse finalement. Surtout que certains en profitent pour régler des comptes très personnels. Le lendemain de cette réunion, Thomas Sankara tente de revenir sur la suspension, mais il n'y arrive pas. 1400 instituteurs sont licenciés sans autre forme de procès. Ernest Normand Ouedraogo, ministre de la Sécurité. Nous avons expliqué que la décision d'aller en grève était politique. Cette grève-là, où nous avons sanctionné massivement les enseignants, la grève étant politique, il fallait une sanction politique. Et nous n'avons pas sanctionné comme ça. Nous avons fait le tour du pays et nous avons expliqué cette grève-là que vous observez est une grève politique. Parce que dès la proclamation de la révolution du 4 août, il s'est trouvé que leur syndicat était en congrès. Et a demandé à ses militants de se démarquer de cette révolution, du régime qui venait de s'installer. Nous avons pris acte, mais le président a dit qu'il fallait attendre qu'il passe concrètement à l'acte. Il ne faut pas se contenter de ce que a déclaré le bureau du syndicat pour sanctionner tous les enseignants. Vaut mieux attendre de les voir à l'œuvre. Et effectivement, ça n'a pas manqué. Quelques mois plus tard, ils ont déclenché leur grève pour se démarquer du régime. Nous avons sanctionné. Boukari Kaboré, dit le Lion. Les syndicalistes là, c'est moi qui les avais gardés à Koudougou. Au fait, qu'est-ce qui s'était passé? Alors, en un mot, et pour vraiment la postérité, il faut que tout le monde sache qu'on avait vidé 2000 qui ne voulaient pas travailler et on a pris 4000, démocratiquement parlant là. Est-ce que les 2000 peuvent s'en prendre aux 4000? C'est ça qui avait donné le coup de pouce à l'éducation au Burkina. Même si l'on a recruté d'autres instituteurs, les nouveaux ne sont pas formés.
Ils n'ont aucune pédagogie pour remplacer les professionnels qui ont été remerciés. Ernest Normand Ouedraogo, ministre de la Sécurité. Oui, efficace, pourquoi? Ils avaient le niveau mais ils n'avaient pas académique. La oui, bon, mais la pédagogie, moi j'ai connu des enseignants qui ne sont pas entrés dans le métier avec la pédagogie. Ça s'acquiert. Et puis ils ont eu des séminaires, des stages, tout ça pour acquérir le niveau. Parce que si on disait d'attendre, de recruter 400 ou je ne sais pas combien d'enseignants pour les former, ça allait prendre des années et il allait y avoir des classes vides. Ça, on n'a pas voulu. Fidel Kientega, conseiller politique et chef de département des affaires politiques de Thomas Sankara. La grève en soi était une grève politique et pas corporatiste. Mais avait-on besoin de les licencier à ce niveau-là, de façon aussi massive, et de recruter en lieu et place des gens qui n'avaient pas la formation pour être des instituteurs? Parce que c'est un métier que je connais un peu et qui est très difficile. Vous ne pouvez pas simplement, parce que vous savez lire et écrire, venir être des instituteurs pour faire l'éveil d'enfants de 5-6 ans et de les amener à acquérir des choses pour leur vie. Ça, par exemple, c'était une erreur, il y en a eu d'autres. Nous étions souvent en déphasage avec le niveau, la capacité d'appréhension de notre population, de digérer, de s'approprier un certain nombre de choses, de sorte que, quelque part, on marchait, mais est-ce que les autres nous suivent? Ces événements traduisent un peu la tension sociale qui prévaut dans cette première année de la Révolution. Et comme si cela ne suffisait pas, comme pour faire bonne mesure, en juin 1984, une autre bête noire du régime est éliminée. Les locaux de l'Observateur, hebdomadaire non officiel, plutôt critique vis-à-vis du régime, sont incendiés. Un incendie criminel. Il n'était pas facile d'être journaliste. J'en sais quelque chose puisque mon journal, l'Observateur, qui était tout simplement l'Observateur et non pas l'Observateur Palga, a été incendié sous la révolution sankariste. Édouard Ouedraogo, directeur de publication de l'Observateur. Il a été ami à notre journal quand il était encore tout jeune lieutenant et qu'il était à Pau là-bas, à la tête de ses commandos. Il nous a encouragés à déposer le journal à Pau. Et comme nous n'arrivions pas à trouver quelqu'un de fiable, il s'est engagé lui-même à s'en occuper. Je ne sais pas s'il s'en occupait effectivement, personnellement, mais toujours est-il que régulièrement, il récoltait les produits de la vente et il venait nous le restituer. Lui-même. Mais en ce moment, c'était sous les autres régimes. Et c'était l'époque où justement notre journal, qui était le seul dont tout le monde profitait, parce que c'était la voix de tous ceux qui ne pouvaient pas avoir accès aux organes d'État, la télévision, Carrefour africain, etc., etc. Tout le monde, c'était chez nous que tout le monde s'exprimait. À l'époque, évidemment, ceux qui préparaient la révolution, ils trouvaient aussi leur compte, parce que c'est à travers notre journal que ils ont pu, en tout cas, faire passer les idées de révolution démocratique et populaire, dialectiquement, selon la dialectique révolutionnaire. L'Observateur avait fini de jouer son rôle historique. Donc, il n'était plus le bienvenu sous un régime qui n'acceptait plus la discussion. Qu'est-ce que vous écriviez qui puisse les mettre en colère? Mais nous étions un forum. Nous étions un espace de liberté à travers lequel tous ceux qui avaient quelque chose à dire pouvaient s'exprimer, y compris ceux qui n'étaient pas d'accord avec les méthodes de la révolution. Donc, comme cela se voit ailleurs, un régime comme celui-là qui était quand même matiné de marxisme, léninisme, ne pouvait pas admettre plusieurs sons de cloche. Avec le recul, je pense peut-être que ça n'a pas été un ordre réfléchi au niveau de l'État, commandité avec une chaîne de commandement qu'on peut remonter facilement. Mais disons que c'était une ambiance et c'était un état d'esprit. Et je pense que ceux qui ont fait ça savaient qu'en fait, ils allaient au-devant des desiderata, des souhaits des princes de l'époque. Avec cet incendie, disparaît la seule contestation écrite du pays. Ce premier anniversaire est le moment de corriger tous ces errements, toutes ces dissensions internes qui ont un peu entaché cette première année pour partir d'un nouveau pied. La révolution n'en est qu'à ses débuts. Et Thomas Sankara et ses compagnons n'entendent pas reculer. Au contraire, le remaniement ministériel qui intervient le 1er septembre 1984 procède de cette volonté. Le nouveau gouvernement est expurgé de certains de ses membres les plus importants. Le projet reste le même. Thomas Sankara. Nos objectifs se limitent
a des prétentions bien simples, bien élémentaires, à savoir nourrir d'abord chaque Burkinabé, l'instruire, le soigner, le vêtir. Également lui donner la possibilité de son épanouissement culturel, de son expression quotidienne. Mais pour réaliser tout cela, nous avons besoin de programmes économiques, de programmes culturels, de programmes politiques et même de programmes de sécurité. Car je crois que vous comprenez très bien que tout le monde n'applaudit pas lorsque l'on parle de Burkina Faso, lorsque l'on parle de voie révolutionnaire, c'est-à-dire d'un non-conformisme par rapport à ce qui a été établi jusque-là et que chacun connaît. Il faut parler d'économie, il faut mettre tout le monde au travail, il faut également donner un toit et un travail à tous. Mais il faut aussi expurger les bureaux et les services des poids morts qui l'alourdissent. Cela s'appelle les dégagements. Thomas Sankara est prêt pour débarquer impromptu dans les bureaux et sur les chantiers. Les résultats promettent d'être explosifs, révolutionnaires. Les mois qui vont suivre vont être décisifs pour le Burkina Faso, comme nous allons le voir la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. Archives d'Afrique. Le jeu. Voici venu le moment que beaucoup d'entre vous attendent désormais avec impatience et frilosité, celui du jeu Archives d'Afrique qui vous permet chaque semaine de gagner le coffret Les leaders africains du XXe siècle, volume 2. La semaine dernière, il fallait reconnaître l'auteur de ces propos. Monsieur Lumumba Patrice, membre de la Chambre des représentants, est révoqué de ses fonctions de Premier ministre et de toutes ses autres fonctions ministérielles. Vous êtes des milliers à avoir reconnu Joseph Kasavubu, le premier président de la République démocratique du Congo, celui qui, dans les premières années, allait partager le pouvoir avec Patrice Lumumba. Il sera renversé par le maréchal Mobutu. Les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook et les 5 premières bonnes réponses sur notre répondeur sont Salou Amdoum Adjibo, au Burkina Faso, Arthur Monlanjo, à Cotonou, au Bénin, Enoch Monza, à N'Djamena, au Tchad, Soumaïla Ouedraogo à Ouagadougou, Burkina Faso, Mamadou David Sidibé à Abidjan en Côte d'Ivoire, Agbeko Yao Koudoglo à Lomé au Togo, Kaba Abbas à Abidjan en Côte d'Ivoire, El Mancio José Kwame Godjon à Lomé au Togo, Thierry Kiabondo Msiri à Maputo au Mozambique, Sa Jérôme Tonlo à Lyon en France. Voilà pour les gagnants de la semaine qui recevront à leur adresse postale le coffret Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle, volume 2, avec une dédicace personnelle. Cette semaine, c'est peut-être à votre tour de gagner ce merveilleux cadeau, en reconnaissant vous aussi l'auteur de cette phrase. Je suis né, comme vous le savez, le 9 octobre 1906 à Joal, sur les bords de l'Atlantique, à 120 km au sud de Dakar. Trop facile. Qui est ce personnage marquant de l'histoire de l'Afrique? Tout de suite, à vos ordinateurs et à vos téléphones. Les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook Archives d'Afrique RFI et les 5 premières bonnes réponses sur notre répondeur au 0033 1 84 22 93 32 0033 1 84 22 93 32 recevront chez elle le coffret Les leaders africains du XXe siècle, volume 2. Je rappelle bien sûr qu'il faut, en plus de la réponse, nous préciser votre nom et l'adresse postale précise à laquelle nous ferons parvenir votre coffret. Nous laissez également votre numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre à vos téléphones et à vos ordinateurs. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook RFI. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de la série d'Archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Bonne fin de week-end. Ce magazine vous a été proposé par le groupe NSIA Assurance et Banque, présent dans 12 pays